Merci, bienvenue à tous. On va d'abord se présenter en effet sur cette table ronde, cette présentation du parcours de soins post-greffe de CSH. Peut-être aussi regarder qui on a dans la salle, parce que c'est assez intéressant de savoir d'où vous venez. Donc moi, je suis le docteur Daniel Abold, je suis conseiller santé à l'ARS Nouvelle-Aquitaine, référent greffe, parmi d'autres choses, sur greffe d'organes, tissus et CSH, bien sûr. On essaye de mettre en place ce plan qui demande une gouvernance nouvelle et ô combien perçue comme nécessaire, à mon sens, pour qu'on travaille vraiment tous dans le même sens. Je crois qu'on essaye d'y arriver doucement sur la Nouvelle-Aquitaine, mais je sais qu'on a encore tellement de chemin devant nous que je viens aussi ici pour apprendre autant que pour modérer, de façon à ce que les établissements de santé, les tutelles, l'ABM, les associations de patients puissent faire bénéficier les uns et les autres d'expériences locales qui sont des bonnes idées la plupart du temps, et on le sait, l'intelligence collective nous permet souvent de fonctionner. Je vais continuer la présentation. Oui, bonjour. Restart. Je suis Catherine Bouvier-Bauer, membre actif, super actif de cette association Restart. On est une association de soutien des patients et accompagnants. C'est une association qui a été créée par des greffés pour des greffés. Donc j'espère pouvoir diffuser un peu aujourd'hui avec l'association EGMOS. Voilà. Merci beaucoup. On continue juste le tour de table de présentation. Bonjour à tous, Teresa Coman, je suis médecin hématologue à Gustave-Roussy. Donc c'est un service d'hématologie adulte, mais au sein duquel on a aussi toutes les spécialités d'hématologie, mais plus particulièrement la greffe. Moi, je m'occupe de la partie post-greffe immédiate, donc du parcours patient sur les complications immédiates post-greffe. Et dans ce contexte-là, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est complications post-greffe, aussi bien à court terme qu'à long terme. Et j'ai une éducation, on va dire, assez large, avec une thèse de sciences en immunologie sur le métabolisme du fer. Donc j'essaie d'intégrer un peu tout ça pour le soin des greffés. Bonjour à tous, Catherine Fauché, je suis médecin hématologue spécialisée en greffe de moelle. J'ai exercé très longtemps à Marseille dans une unité de greffe adulte à l'Institut Paoli Calmette. Je suis maintenant la directrice du prélèvement et de la greffe de CSH à l'Agence de la biomédecine. C'est une des 3 directions médicales de l'agence, donc pour les 3 métiers qui sont représentés à l'Agence de la biomédecine. Et je suis particulièrement ravie aujourd'hui de partager cette présentation avec Anne-Pierre et avec Teresa, parce qu'on s'intéresse tout particulièrement au parcours de soins post-greffe des patients qui ont reçu une greffe de CSH, et qui est un parcours parfois qu'on pourrait qualifier du combattant, et pour lequel il y a énormément de choses à faire et à améliorer. J'espère qu'on y arrivera ensemble. Merci. Donc bonjour, moi je m'appelle Anne-Pierre Picard et je suis bénévole pour l'association EGMOS, Entraide aux greffes et de moelle osseuse, et également pour l'association Laurette Fugain. Je suis patiente greffée à Saint-Louis, donc on a beaucoup échangé déjà avec Catherine sur les moyens de mutualiser nos ressources en tant qu'association. Je fais aussi partie de l'équipe Ensemble 6000 Lymphome Espoir, et donc c'est à ce titre que je vais vous partager dans ma présentation notre expérience mutuelle. Merci. Merci beaucoup à vous 3. Donc le principe, c'est qu'il va y avoir en effet 3 présentations, après d'une vingtaine de minutes, après chaque présentation, des échanges avec vous. Peut-être juste avant ce que j'évoquais, peut-être par un lever de main, qui est du monde des patients, enfin on est tous du monde des patients, mais représentants patients et associations par un lever de main. Ok. Qui est dans le cadre des professionnels de santé. Ok. Et dans ceux que je n'ai pas appelés, qui êtes-vous? Il y en a quelques-uns, non? Non, on regroupe, allez. Parfait. Donc, représentant des patients, des usagers. Des usagers, pour le coup. Ouais. Merci. Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer les présentations. Je vous laisse la parole. Et puis, prenez le temps qu'il faut. C'est important que vos messages passent correctement pour qu'on puisse réagir juste après. Merci.
Donc bonjour, je m'appelle Anne-Pierre et j'ai 9 ans en fait. Moi j'ai 9 ans de greffe de moelle osseuse. Et comme je le disais précédemment, en fait, donc, je suis bénévole pour l'association EGMOS, Lorette Fugain. Je suis membre aussi du conseil d'administration de la Société francophone de greffe de moelle. Donc, je représente la société civile. Je suis aussi bénévole pour le HTC Project, qui est un fonds de dotation de recherche sur les complications liées à la greffe. Et par ailleurs, je suis conseillère en communication plaidoyer pour la santé. Et à ce titre, je fais partie de l'équipe Ensemble 6000 Infos Espoir. Et donc, moi, je voudrais commencer ma présentation avec une sorte d'allégorie sur la greffe. Parce que la greffe, on pourrait l'assimiler à une ascension. Et l'ascension vers la greffe, c'est vraiment un défi. On est tellement focalisé à arriver à la greffe, à arriver au sommet, en fait. C'est une obsession. Sauf que quand on arrive en haut, il y a un petit délai. C'est qu'on ne se rend pas compte que la descente, elle va être rude aussi, en fait. On est tellement content. On est arrivé et là, on se dit, tout le chemin parcouru, il va falloir le redescendre. Et surtout que c'est pas le même chemin, en fait. C'est pas le même effort, c'est pas les mêmes choses qui sont demandées. Parce que le retour à une nouvelle normalité, en fait, il prend du temps. Il prend beaucoup de temps. Et c'est qu'en fait, on revient pas là où on s'est arrêté. On revient à une nouvelle normalité. Et ça, il faut la créer. Et ça, c'est très compliqué. Et donc, il y a, dans le livret de la Société francophone de greffe de moelle, c'est un livret qui est pré-greffe, qui est donné aux patients avant la greffe. Et il y a pas mal de témoignages patients, de médecins, d'infirmiers, c'est vraiment très intéressant. Et il y a donc ce témoignage de Sabine, greffée, et vraiment je m'y suis reconnue parce qu'elle dit pour parvenir de l'autre côté, je ne regarde surtout pas la montagne, je baisse les yeux, je ne regarde que chaque pas, chaque tout petit pas, je ne vis que chaque jour, chaque heure telle qu'elle est donnée. Et moi, ça m'a vraiment parlé quand j'ai vu ce témoignage. Et je dirais en miroir, oui, c'est aussi le témoignage d'un médecin qui lui dit voilà, la greffe, oui, c'est une procédure qui est assez longue, mais en soi, c'est pas très compliqué. La greffe en elle-même, enfin, en tout cas d'un point de vue, je dirais, technique, pour le patient c'est dur, bien évidemment, mais le plus compliqué c'est après. Et même les médecins le savent et le disent, le plus compliqué c'est après. Donc il dit ça peut durer 3 mois, 6 mois, 1 an. Moi je le trouve très, très, très optimiste quand il dit 3 mois, 6 mois, 1 an, personnellement. Moi il m'a fallu 3 ans, mais bon. Donc c'est une procédure à long terme, il y a des effets secondaires qui peuvent laisser des séquelles. Et donc là c'est juste un contexte, et là la question c'est, dans ce contexte-là, qu'est-ce que font les associations de patients? Leur rôle. Et alors là, c'est je dirais une vision, je ne dis pas qu'elle est personnelle, mais j'ai vraiment un petit problème avec le pointeur. Hein. J'arrête pas de cliquer, mais ça avance pas. Ah mais non, c'est bon. Alors, ça paraît comme ça un petit peu, je dirais, éthéré, comme de dire le rôle des associations, c'est de donner de l'espoir. Mais en fait, l'espoir, c'est très important. Et pourquoi c'est aussi important? Je vais citer un auteur américain qui s'appelle donc Orison Swett Marden, qui dit qu'il n'y a aucun autre médicament comme l'espoir, en fait. Vraiment, il n'y a aucun encouragement n'est aussi grand et aussi revitalisant que la perspective d'un lendemain meilleur. En fait, la possibilité de se dire je vais m'en sortir, la possibilité de se dire il y aura un après, l'espoir c'est très très important. Et les associations, on a vraiment un rôle important à jouer dans ce contexte-là. Et en fait, on le fait, alors il y a différentes missions, mais il y a vraiment 4 missions principales des associations pour donner cet espoir en améliorant le parcours de soins. Alors il y en a, il y a informer les patients, les aidants, les soutenir, ça c'est le deuxième, promouvoir la recherche, la faire progresser et aussi défendre les intérêts des patients. Mais dans le contexte de la présentation d'aujourd'hui, moi je vais me concentrer surtout sur les 2 premières missions, qui est d'informer et de soutenir, parce que là on parle du parcours post-greffe. Et donc, dans ce contexte, je vais d'abord commencer par informer et soutenir et de dire que entendre ou lire l'information qui nous est donnée quand on est patient, il faut le faire à plusieurs reprises. Il faut le faire, mais il faut l'entendre. On l'entend d'abord, bien sûr, de l'hématologue, après on l'entend des infirmières. Et l'information est super, c'est pas de problème, mais elle n'est pas forcément digérée. Et en fait, le patient a besoin d'y revenir et revenir quand il en a la possibilité, quand il a l'énergie, quand il en a l'envie. Et le médecin, il ne sera pas disponible, l'infirmière n'est pas forcément disponible, mais nous, les associations, on est disponibles et on a une information qui est validée parce qu'on travaille cette information avec les soignants, justement.
Et c'est aussi important que ce soit dit avec des mots qui soient autres que le corps médical. Et il y a une raison aussi très importante aussi, c'est qu'il y a un phénomène de sidération qui arrive chez tous les patients, à l'annonce, au diagnostic, puis après de la pathologie, après le diagnostic de la greffe. Et puis à chaque étape, il y a toujours des moments de phénomène de sidération en fonction du parcours. Et avec ce phénomène de sidération, on n'entend pas tout. C'est un peu comme dans les films, au ralenti, tout d'un coup, on voit les images, on n'entend plus le son. C'est un petit peu comme ça. Et ça, il y a à l'écran, vous voyez le témoignage donc, d'une patiente, également dans ce livret pré-greffe, qui dit, lors d'un entretien, il arrive que le cerveau se bloque suite à une information qui inquiète et le reste de l'entretien reste flou. Tout ce qui est dit n'est pas écouté. Donc là, je vois qu'il y a des médecins dans la salle. Il ne faut pas minimiser cet aspect-là, en fait. L'information que vous donnez, elle est bonne, mais elle ne sera jamais suffisante, dites une fois, même 2 fois. Il faut que les patients, surtout, peut-être ils n'ont même pas envie d'entendre ce que vous avez à dire, parce que là, tout de suite, cette réalité, elle ne leur convient pas. Et pour leur donner l'opportunité d'y revenir à cette information avec des mots qui seront différents et qui vont peut-être être plus en mesure d'appréhender, par pitié, dites-leur qu'il y a des associations. Il y a des associations qui sont rattachées à vos hôpitaux. Renvoyez-les. Ça se fait trop peu souvent. Alors je sais que vous avez peu de temps, mais il y a une façon très simple, on en discutait avec Catherine, c'est d'avoir, pendant les consultations, etc., ou même au niveau du service, une feuille avec un imprimé en disant les associations, nous travaillons avec les associations suivantes, si vous avez des questions, contactez-les. Nous, on arrive juste, on fait pas, c'est pas le service après-vente, parce que bien sûr, ils peuvent vous poser des questions, mais il y a des questions qu'ils ne vous poseront pas parce qu'ils n'oseront pas, il y a des questions qu'ils poseront à nous. Donnez-leur cette opportunité, en fait. Et vous verrez, vous aurez des patients qui seront moins angoissés. Donc il y a vraiment un bénéfice à le faire, et c'est trop peu fait. C'est vraiment trop peu fait dans toute la France. On en discute entre toutes associations, on parle trop peu de nous, et en fait, ça va vous aider dans votre pratique. Donc si vous ne savez pas trop, parce que parfois il y a des hématologues qui disent « moi je ne sais pas trop quelle est l'association », vous allez sur le site de la SAFGMTC, il y a une page qui est très bien faite, qui s'appelle c'est la page des patients et aidants, il y a une liste d'associations. Donc s'il manque une association, vous envoyez un mail, je la rajouterai. Mais en tout cas, on a refait cette page et il y a beaucoup d'informations complémentaires. N'hésitez pas à envoyer les patients. Voilà, c'est la diapo sur laquelle je passe plus de temps. Après, je vais beaucoup plus vite, mais je pense que c'est vraiment essentiel et je profite de ce forum pour faire entendre ce point. Alors, il y a d'autres moyens d'informer et soutenir. Ce que je disais, c'est quand vous envoyez les patients vers les associations, ils auront accès à une pléthore d'informations sous différents formats. Et c'est important d'apporter ça. Il y a des patients qui sont auditifs, il y en a qui sont visuels. Ils ont besoin de pouvoir y revenir, ils ont besoin d'aller en présentiel. Il y en a, c'est par téléphone, ils ne veulent pas être vus. Il y a plein de choses, il y a plein de modalités. Et donc là, c'est les 3 associations dont je vous parle. Donc Laurette Fugain, Ellie, EGMOS. Laurette Fugain et Ellie ont un forum qui est en ligne. Restart a un forum qui est très bien aussi également, que moi je vais régulièrement. Il y a également des permanences téléphoniques, donc Ellie en a une. Il y a des permanences aussi en présentiel, donc ça c'est EGMOS également et Ellie. Vous avez aussi des colloques, donc il y a les rendez-vous Laurette Fugain le 11 novembre, donc parlez-en autour de vous. Il y a également, EGMOS organise une journée chaque année, journée d'information médicale. Ellie organise des colloques. Il y a également des podcasts. Donc les associations aussi travaillent entre elles. Donc il y a Laurette Fugain et Ellie font un podcast cancer du sang. Il y en a différents supports, des différents sites. Il y a énormément d'informations qui sont écrites par des patients, mais avec les médecins. Donc soyez rassurés sur la qualité des informations qu'on fournit. On est expert du vécu, mais on n'est pas expert de la maladie, mais on travaille avec vous. Mais on est expert de ce qu'on peut entendre et comment on l'explique et comment on le fait passer aux patients. Alors là, c'est aussi un autre exemple d'informer et de soutenir, parce qu'il y a beaucoup d'autres modalités. Je profite de parler d'un projet du HTC Project, donc il y a un fonds de dotation de recherche sur les complications liées à la greffe, et qui est aussi soutenu par l'association Laurette Fugain. Ça s'appelle New Spring for Me. C'est une solution numérique en ligne pour accompagner les patients sur les volets nutrition, psychologie et activité physique. Parce que le patient, quand il sort de l'hôpital, je pense que la grande majorité a une angoisse de l'abandon et se dit « je suis tout seul, comment je fais, comment je gère ?» Et donc d'avoir cette solution qui permet de se focaliser sur des champs de compétences qui sont propres, c'est-à-dire qu'on peut prendre soin de ça, faire attention à la nutrition, à l'activité physique, essayer de prendre soin de ça, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et c'est le personnel médical qui le fait. Alors, il y a informer, soutenir, il y a soutenir aussi financièrement. Laurette Fugain, association EGMOS et Ellie
on propose un soutien financier ponctuel pour des situations qui sont très difficiles, des patients qui sont vraiment en difficulté. Et aussi, il y a des soutiens d'ordre juridique, administratif, proposés également par Laurette Fugain et par Elie. Donc ça, c'est vraiment important sur des situations compliquées dans votre pratique clinique pour ceux qui sont médecins ou les pharmaciens, ils sont médecins et infirmiers. Quand un patient est excessivement stressé par rapport à ça, dites-leur qu'il existe des solutions. Également, alors moi, quand j'étais dans ma chambre, au début, je ne savais pas que le fauteuil médical en fait, dans lequel je m'asseyais, parce qu'il y avait juste un lit. Au début, il y avait un tabouret, et je demandais un fauteuil, on m'a dit il n'y a pas de fauteuil, finalement, on m'a apporté un fauteuil. Il a été financé par EGMOS, la télé était financée par EGMOS, la lampe de chevet était financée par EGMOS, voilà, et le vélo aussi d'appartement. Donc on a aussi ce soutien, en fait, c'est pour améliorer la qualité de vie, le confort des patients dans leur chambre. Alors bien évidemment, il n'y a pas Guimos qui le fait, Elie et Laurette Fugain le font. Moi, je vous parle de mon expérience personnelle et incarnée. Il y a aussi des choses pour l'après. Par exemple, un pilulier, ça paraît bête, mais quand on a plus de 35 comprimés à prendre par jour, et à des heures différentes, et que c'est pas du luxe, en fait, d'avoir quelque chose qui vous aide pour le quotidien. On est sur plein de petites choses, mais ça améliore la qualité de vie et le quotidien du patient. Laurette Fugain a un projet qui est très intéressant, justement, de mise à disposition de robots de présence pour les enfants qui sont hospitalisés, qui ne peuvent plus aller à l'école ou qui sont à la maison mais qui sont immunodéprimés, et leur permettre d'être présents dans la classe, de voir leurs camarades, de pouvoir parler sans être vus, donc de pouvoir toujours maintenir ce lien avec l'école, c'est très important aussi. Il y a également aussi, alors ce qu'on ne sait pas toujours, hein, l'hôpital, parfois on dit c'est super, il y a des ateliers, mais en fait les ateliers souvent c'est les associations qui les organisent, qui les financent. Donc ça va être des soins socio-esthétiques. Là encore on va dire oui mais c'est pas grave, c'est cosmétique. Moi j'ai un souvenir lumineux en fait de l'atelier socio-esthétique, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs à l'hôpital. Ça paraît bête, mais en fait c'était un moment où je n'étais pas dans la maladie, où je m'occupais de moi et ça a été vraiment une bulle d'air. Et pour le patient c'est inestimable. Il y a aussi des soins de sophrologie, des séances d'art-thérapie. Donc on essaie justement d'apporter tout ce réconfort. Après, je voudrais parler de pair-aidance, en soutien par la pair-aidance. Donc on fait la pair-aidance, c'est quand des greffés vont voir des greffés dans leur chambre d'hôpital. Donc EGMOS le fait, Restart le fait. Et ça, c'est vraiment important parce que ça permet, il n'y a rien de tel que de pouvoir échanger avec quelqu'un qui a vécu la même chose que vous. C'est pas pareil, on peut avoir une super infirmière, un hématologue c'est génial, qui va vous dire mais voilà, on vous donne des conseils. Ça n'a rien à voir de parler avec quelqu'un qui a vécu la même chose que vous. Et ça, c'est inestimable de pouvoir partager son vécu et de rompre l'isolement. Et ça montre aussi qu'il est possible de survivre parce qu'on est dans un état, on est tellement au fond du trou, on est tellement mal, on pense qu'on ne va pas s'en sortir. En fait, on ne voit pas comment on peut aller mieux. Et de voir en fait quelqu'un qui est en bonne santé et pour qui ça se passe bien, ça donne énormément d'espoir. Et donc moi je vous présente mon visiteur, c'est Jean-François, qui est venu me rendre visite. J'ai accepté sa visite seulement à la 3e fois. La première fois j'étais pas bien, je voulais pas. La 2e fois je voulais pas. La 3e je me suis sentie coupable. Donc j'ai dit laissez-le rentrer. Et en fait il n'a pas dit grand-chose, mais quand à un moment il a dit oui, moi ma greffe c'était à 3 ans. Là je l'ai dit, vous avez été greffé? Il m'a dit bah oui. Alors je me disais mais comment ça se passe le quotidien, c'est comment? Bon, oui, des fois je suis fatiguée. Ah d'accord, et vous faites comment? Je dors. Ah, alors bon, ça va, c'est pas anecdotique, mais en fait ça m'a fait rire. Et surtout en fait, il y a comme quelque chose qui s'est libéré. Je me suis dit, voilà, on va s'adapter, on va faire autrement. Ce sera une autre normalité. Et il me dit, on s'adapte. Et en fait, ça a été furtif, c'était 10 minutes, mais la puissance de ça, c'était inestimable. Et là, je vais finir la présentation avec, alors c'était la requête initiale de l'ABM, justement de parler des soins médicaux de réadaptation, mais c'est une partie, donc c'est pour ça que je voulais intégrer ça dans un contexte plus global et parler du rôle des associations. Mais en tout cas, je vais toucher à ce point, et les 3 associations sont impliquées dans donc, les soins médicaux de réadaptation qui sont prodigués après la greffe. Alors, anciennement appelés soins de suite et de réadaptation sont devenus maintenant les SMR. Donc on est là sur des volets vraiment liés, réduire les conséquences fonctionnelles et les déficiences et limitations d'activité, que les conséquences soient physiques, cognitives ou psychologiques. Et donc il y a deux situations possibles, en amont ou dans les suites d'épisodes de soins aigus. Donc pour les patients greffés, ça nous concerne.
Donc on est vraiment sur la nutrition, rééducation, prise en charge, activité physique adaptée et psychologie. Et en Île-de-France, il y a 3 centres de SMR. Il y en a un à Bligny, donc dans le 91, il y en a un dans le 16e, anciennement la clinique Édouard Rist, et l'hôpital Jean Jaurès, dans le 19e, donc qui n'est pas très loin de l'hôpital Saint-Louis. Donc là, je vais vous parler de l'expérience, enfin de ce qui se passe à Bligny. Alors, quand je vous parle, ça va être très bref, c'est vraiment juste un exemple, mais en tout cas, l'implication d'Élie dans ça, c'est qu'il y a un programme d'éducation thérapeutique et Élie a participé à ce programme d'éducation thérapeutique. Et le thème, c'est préparer son retour au domicile en toute confiance. Parce qu'il y a cette angoisse, justement, de rentrer chez soi et comment est-ce que je vais gérer le quotidien, comment est-ce que je vais pouvoir faire tout ça. Toute cette partie-là est très importante et Élie accompagne les patients sur ce point. Et je vais vous montrer dans la... Il n'est pas facile, hein, je vous préviens. Donc il y a plusieurs thèmes, hein, donc sur les ressentis. Donc comment je me sens très angoissée, qu'est-ce que je fais? J'ai très peur, qu'est-ce que je fais pour gérer son ressenti, ceux de son entourage. Sur la vie quotidienne, alors les patients, on leur donnait des cartes comme des petites firmes, c'est comme des petits pense-bêtes sur quelles solutions leur sont proposées pour pouvoir gérer ces situations du quotidien. Et également des ressources, mais j'essaie de ne pas prendre trop de temps pour pouvoir laisser place aux questions et discussions. En tout cas, il y a ce programme d'éducation thérapeutique auquel a participé Élie et qui est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, j'en ai parlé avec une autre association qui m'a dit « mais ça m'intéresse », donc on essaie de voir ce qu'on peut faire comme synergie, justement, de partager ces ressources. Donc là, je vais vous parler de l'hôpital Jean Jaurès. Donc là, on est sur une unité, il y a 10 lits. Je suis allée les rencontrer, c'est une équipe formidable, très dévouée. Donc ils ont divisé leur unité, il y a une partie pour les patients qui sont greffés et ceux qui ont des thérapies CAR-T, parce que bon, bien sûr on est sur 2 thérapies cellulaires, mais quand même avec une prise en charge post-intervention, je dirais, qui est bien différente. Donc avec des besoins, enfin bien différentes, il y a quand même des grosses différences. Donc on est sur des prises en charge différentes, bien évidemment. Et donc là où je trouve qu'il est extraordinaire, ça ne devrait pas être extraordinaire, mais ce que je trouve vraiment remarquable, c'est que l'équipe a intégré une patiente partenaire. Alors, je vous présente Christine Pichard, qui fait un boulot formidable. Alors, Christine n'a pas été greffée, mais elle a un parcours en oncologie, et elle fait partie intégrante de l'équipe. C'est une des collègues, donc c'est la collègue du docteur Quentin, et elle est là pour justement voir les patients qui viennent en SMR, donc ça peut aller de 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines, ça dépend des besoins du patient. Et donc, Christine, elle m'a montré les différentes modalités, les salles, les ressources, et elle m'expliquait qu'effectivement, elle travaille, en tout cas, Élie, Laurette Fugain, EGMOS et d'autres associations d'ailleurs, travaille avec elle, lui apporte un soutien en termes de dépliants, en termes d'information, de mise en contact. Il y a parfois des patients qui disent « moi j'aimerais parler avec quelqu'un qui est en bonne santé, quelqu'un qui est plus malade, quelqu'un qui est en rémission, enfin, quelqu'un qui est là depuis 5 ans, je voudrais parler à quelqu'un qui a eu ma maladie et qui a été greffé. J'aimerais parler avec un aidant, mon mari veut parler avec un aidant parce qu'il connaît personne ». Ça c'est important et en fait on met des mises en contact. Donc elle vient vers nous avec ses requêtes et on fait ces mises en contact pour les patients qui ont été greffés pour un lymphome ou greffés pour d'autres pathologies comme EGMOS ou Restart, parce qu'on n'est pas focalisé sur une pathologie, leucémie pour Laurette Fugain. Voilà. Et puis aussi les associations fournissent de l'équipement aussi à l'hôpital Jean Jaurès, pas que dans les services de greffe en eux-mêmes. Donc voilà, donc ça c'est juste pour conclure que le soutien qu'apportent les associations aux patients dans le parcours de greffe, il est vraiment multiforme. On informe, on soutient. L'information, elle se fait sur différents canaux, avec différentes modalités. Le soutien, il est financier, psychologique. On est dans la pérédance, on est dans l'équipement, améliorer la qualité de vie, aider pour les démarches administratives. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Et je me tourne vers Catherine, parce que je voulais voir, justement, on échangeait ce midi. Catherine fait donc Restart. Restart et EGMOS se ressemblent beaucoup. On est les 2 associations en France qui accompagnent des greffés. On ne sait même pas, même entre nous, quelle pathologie on a eu. On est liés. On parle pas forcément de la maladie. Exactement. On est liés par cette expérience de la greffe. Et en fait, je voulais voir, toi, par rapport justement votre rôle, vous, dans ce parcours post-greffe, ce que tu voulais partager sur ce thème. Nous, on rencontre des difficultés. Les patients ne nous appellent plus. Pourquoi ? On ne sait pas. Depuis le Covid, sacré Covid.
Ils ne nous appellent plus. Alors, est-ce qu'ils ont peur? Pourtant, certains médecins donnent encore nos coordonnées. Pas beaucoup, mais ils les donnent encore. Il y en a peut-être, c'est étonnant, 1 par mois peut-être qui nous appellent, mais après la greffe, ou quand ils apprennent la maladie, ils ont appris par hasard. Je ne sais pas. Déjà, nous, nous, on dit toujours SSR, on est un peu has-been, on n'est pas à Paris. Donc... Non, mais moi, on m'a repris récemment, hein, donc ouais. C'est juste parce que je... Mais déjà, avec le Covid, nous, on ne va plus en chambre, on ne va plus en SSR, donc on ne les rencontre plus, parce qu'il y en a, ils sont complètement paumés. Il y en a combien qui tombent malades, qui se retrouvent seuls, mais seuls, pas de famille, personne. Et nous, des fois, on y va, on toque à la porte, on dit c'est nous. Alors des fois, on n'ose pas les déranger. Puis quand on part et dit ah oui, d'accord, vous l'avez eu vous aussi? Ah, on s'en sort. Oui, on s'en sort aussi. C'est grave, c'est le parcours du combattant. Et en échangeant avec eux, on s'aperçoit que finalement, le parcours, oui, c'est le parcours du combattant, mais il y a beaucoup, beaucoup d'effets secondaires et il y en a pas mal qui ne sont pas au courant, des problèmes gynécologiques qui sont très importants. Avant, on en parlait avec Dr Catherine Fauché, qui m'a suivie à Marseille. Si je ne lui parlais pas des problèmes gynécologiques, sexologie, personne n'en parlait. Pourquoi? Parce qu'avant, ça touchait beaucoup de personnes âgées. Mais voilà, la dernière fois, j'ai parlé avec une autre greffée. Elle me dit, mais moi, j'ai des problèmes ORL, j'ai une GVH aux oreilles. Ah bon? Aux oreilles? Ben oui, tu as des petites peaux qui poussent dans les oreilles. Alors moi, ça fait 5 ans maintenant que j'ai des acouphènes. C'est peut-être aussi lié à une GVH. Donc, il faut en parler. Mais à qui? À quoi? Donc, je pense que l'association, c'est vraiment important. Enfin, comme tu dis, hein, on fait tout. On fait tout, mais on est peu nombreux. Et c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes qui nous appellent. Alors, parlez-leur d'associations, EGMOS, Restart, qu'il y en a qui s'en sortent. Après, les forums aussi, c'est ça aussi que je voulais dire. Les forums, c'est très, très, très important. Nous, on a un forum, on a créé sur plusieurs réseaux. Et c'est vrai que, parce qu'il y en a qui n'osent pas demander aux médecins, parce que les médecins, un jour, on m'a dit, oui, mais nous, on a la tête dans le guidon, il faut vous sauver la vie. Après, le reste, oui, c'est vrai, mais alors entre nous, on va peut-être aussi faire remonter, parce que nous, on a un peu, on voit les médecins, on va à des... faut que je me dépêche, c'est ça. Donc, voilà, donc il faut parler, il faut échanger, et je pense qu'on peut avancer comme ça. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut que remercier et apprécier l'étendue de la force que représentent les associations en savoir-faire, et également reconnaître la difficulté qu'on a à agir en synergie. Je parle aussi en tant que praticien de terrain ayant mis en place l'oncosexualité, donc dans les soins de support, parce qu'on parle de soins de support dans lequel la place des associations est fondamentale. Je voudrais revenir sur 2 éléments. Le premier qui est, et je suis convaincu que les gens qui sont dans la salle sont déjà adhérents à cette disposition, c'est comment faire en sorte que l'ensemble des centres greffeurs disposent facilement des coordonnées des aidants associatifs dans le cadre des soins de support, parce que ça dépasse en effet parfois les besoins spécialisés qui ne sont pas assurés par les assos, mais on a vu ô combien vous le pratiquez. Et vous parliez du nombre d'informations données et à quel moment on les reçoit. Je crois que cette temporalité elle est fondamentale, et dans les soins de support oncologique, on s'en est rendu compte. C'est-à-dire qu'il y a des priorisations psychiques dans les attendus. Il y a des événements qui n'interviennent pas, même si on nous dit que ça pourrait intervenir, on n'a pas envie de le savoir. Et ce qui est important, c'est d'avoir une valise avec soi, une boîte à outils avec soi, qu'on ouvre au moment où on veut l'ouvrir, et sur lequel on a le GPS, qui nous dit j'ai ce problème, c'est peut-être l'association qui te donnera le nom du dermatologue qui sait faire ça, ou de l'ORL qui connaît le sujet, sur le plan local. Et on est au cœur des plans cancer et des soins de support à travers ça. Donc la question qu'on doit se poser, je pense, c'est comment remettre à chacun des patients, déposer l'information, sous quelle forme, pour qu'il puisse en disposer, lui, au moment où il en a besoin, avec un contenu de boîte à outils qui est forcément hétérogène
sur le territoire national et ultramarin. J'en veux pour preuve la difficulté qu'on a pu avoir, nous, dans notre projet régional de santé, à identifier les personnes locales, parce que parfois elles n'existent pas, mais le national peut couvrir le besoin par J'allais les justement cités le dire, autres. c'est qu'en fait c'est la complexité. On en discutait avec Catherine, c'est justement à Marseille, il y a des greffés, mais il y a peut-être pas... le rayonnement est régional, c'est compliqué d'avoir autant de bénévoles. Et en fait, il faut faire une stratégie nationale, régionale, et en l'absence d'associations qui seraient actives régionalement, se diriger vers les associations nationales qui, elles, ont quelques bénévoles, mais qui ne sont pas identifiés comme une association, mais qui en ont sur le terrain. Donc, venir vers nous à ce point. Mais pour revenir sur les informations, il y a déjà beaucoup. Il suffit de donner les noms des associations et d'encourager les patients, et de dire vous y allez quand vous en avez le temps et le besoin. C'est exactement ça. Est-ce que dans la salle, il y a un micro à disposition, à gauche ou à droite, où vous voulez réagir ? Bonjour, moi je vais vous partager mon expérience. Donc, je suis le docteur Chéron Nathalie, hématologue au centre hospitalier de Bligny depuis maintenant 35 ans. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est en fait que les associations rentrent dans l'hôpital, sont au sein de l'hôpital, et nous avons un patient expert qui est Guy Bouguet. Donc nous avons un patient expert qui fait partie intégrante de notre programme d'ETP que j'ai mis en place donc en mars 2018, qui a été validé par l'ARS. C'est la pluridisciplinarité, les clés d'un retour à domicile réussi pour les patients greffés. Donc merci, je vois que vous le connaissez, donc c'est bien. Et je pense qu'il faut parler en effet des associations, il faut faire rentrer les associations dans les services, donc je suis un service de soins de suite, post-greffe et post-carticelle, et il faut intégrer les patients experts au sein d'un programme d'ETP. Ça, moi, je pense que c'est essentiel. On fait ça maintenant depuis 2018 et cela a un vrai bénéfice pour les patients. Et les patients même attendent cette réunion qui est mensuelle. Ils sont en attente parce que, comme vous dites, ils ont les informations des médecins, ils ont les informations des soignants, mais rien ne vaut le vécu d'une personne comme eux qui ont vécu la greffe ou les complications post-chimio. Donc oui, moi je pense qu'il faut vraiment que les associations rentrent dans les services et qu'il y ait un patient expert dans tous les services de soins aigus, mais de soins également de soins SMR. Voilà ce que je voulais dire. Je suis complètement d'accord avec vous. Question, vous avez arrêté de faire des PCR pour laisser rentrer les associations dans les services? Alors, là actuellement, non, on ne le fait pas, mais pendant la période de Covid, parce qu'à Saint-Louis, à Egmos, on est encore obligé de faire des PCR, donc forcément, ça a diminué le nombre d'intervenants. Ça a diminué le nombre d'intervenants, et donc on n'a plus accès aux patients, donc on n'arrive plus à leur dire qu'on existe. Par contre, ils portent tous un masque. On a Oui. Mais je pense qu'il y a des règles qui sont un peu différentes. Et à Saint-Louis, en tout cas, nous, l'association, on en discutait justement avec Catherine sur la complexité avec le Covid, mais en tout cas, c'est en train de tuer l'association. Parce qu'en fait, on ne peut plus rentrer dans les chambres. On ne rentre plus dans les chambres, en fait, on est moins connu. Donc, en fait, on a moins de bénévoles. Donc on a moins de bénévoles, on a moins d'adhérents. On a moins d'adhérents. En fait, on ne pourra plus financer les ETP, on ne pourra plus financer les vélos, on ne pourra plus financer les télés, on ne pourra plus financer les tablettes, on ne pourra plus être là, on ne pourra plus accompagner. Donc ça, il faut qu'on règle ça avec l'hôpital Saint-Louis. Mais ce n'est pas un cas isolé. Il y a d'autres hôpitaux où, en fait, c'est très compliqué pour les associations de rentrer. Oui, avec le Covid. Alors après aussi l'argument... Depuis septembre ? Depuis le Covid. Ah, vous n'avez pas repris ? On ne peut pas. Sauf pour les patients qui sont très isolés, mais il faut faire des PCR. Si, on peut, mais il faut faire une PCR. On voit qu'il y a une grosse hétérogénéité nationale entre ceux qui ont arrêté un temps et qui ont repris au décours de la nouvelle poussée épidémique Covid, des mesures très restrictives. Il me semble que les sociétés savantes ont aussi à se positionner. La Société française d'hématologie a sa place
dessus pour pouvoir dire ce qui est raisonnable ou pas en la matière, compte tenu de l'importance qu'il y a de ne pas couper, ça rappelle de trop mauvais souvenirs du Covid, de ne pas couper de certaines aides essentielles pendant le soin. Mais ce constat n'était pas évident à faire, et en effet c'est une remontée des associations qui doit être faite à ce niveau-là pour que les uns et les autres on puisse contrecarrer cet élément. Oui, bonjour. Alors, je suis pas greffé de la moelle, moi je suis greffé du foie, je suis le président de la fédération Transhépat. Je suis venu aujourd'hui, c'est pour voir un peu si le parcours était le même pour tous les types de greffés. Et puis, bon, je travaille beaucoup avec Anne-Pierre, avec Agnès, on se connaît beaucoup. On a les mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très hôpitaux dépendant, c'est très médecin dépendant, et j'ai le droit de le dire parce que je suis médecin, en plus c'est greffé. La situation, elle est très compliquée. Alors nous, on a pu reprendre, moi je gère les Hauts-de-France. Donc à Lille, on a pu reprendre les visites auprès des patients, on a été aussi pendant très longtemps, mais clairement, on est obligé de se battre en tant qu'association sur plusieurs fronts. Premièrement, sur le fait que les médecins nous reconnaissent comme ayant une importance de pouvoir gérer les patients. Et on a encore beaucoup de services, puisque je gère la France entière, où les patients sont interdits, quoi, entre guillemets. Ils n'ont pas là, c'est les médecins, ils n'ont pas leur mot à dire. Bon, déjà, ça, c'est une catastrophe. La deuxième chose, l'ETP, pour nous, elle est capitale, quel que soit le type de greffe. Et aujourd'hui, mettre des programmes d'ETP en place sans y mettre des patients, c'est aussi une ineptie, mais ça existe. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de communication à faire et redonner la place aux patients au centre du domaine, parce que clairement, quand on a des patients qui sont greffés, qui voient d'autres patients greffés, je peux vous dire qu'ils abordent avec nous des sujets qu'ils n'osent pas aborder avec le personnel médical, et voir, ça leur donne du baume au cœur. Moi, quand je dis, vous savez, nous, on a des gens qui sont dans l'association, qui ont 38 ans de greffe hépatique, et j'en ai une qui vient de faire l'ascension du Mont Blanc. Je peux vous dire que ça leur donne une espoir de vie qui est complètement différente. Parce que quand ils regardent sur l'Internet, ils voient espérance de vie greffe hépatique 12 ans. Là, pour le coup, ils sont tués. Ils sont tués. Et non, l'importance des patients est capitale. Peut-être dans ce cadre témoigner de ce qu'on essaie de faire en Nouvelle-Aquitaine, parce que ça rejoint ce que Michel Timaratos, je ne sais jamais dans quel sens c'est ça, a évoqué en début de session, cette nouvelle gouvernance derrière. On met en place sur la Nouvelle-Aquitaine une feuille de route pour les établissements de santé. Vous savez que la tutelle des établissements, c'est l'ARS. On ne peut néanmoins pas les obliger à être très coercitifs, on peut être très incitatif. Et lorsque on se passe correctement les informations, les contraintes des uns et des autres, on arrive à un certain nombre de choses. On fait une feuille de route qui va sur le pré, per, post, greffe, pour chacune des filières, et sur lesquelles les attendus ne sont pas tout à fait les mêmes, mais il y en a beaucoup qui sont très communs dessus. Le fait que le plan greffe soit porté de manière tripartite maintenant aussi avec les associations, et on les intègre dedans, fait que ce regroupement à l'intérieur de l'hôpital de la participation associative, que ce soit à travers l'ETP, à travers l'accompagnement sous toutes les formes que vous avez pu mettre, voire la défense des droits individuels des patients, nous semble essentiel à être pris en compte dans le plan d'action de l'établissement. C'est-à-dire qu'un SMR, aujourd'hui, m'oppose, oui, mais moi, les molécules onéreuses et les transports de patients qui nécessitent en permanence des allers-retours, je ne veux pas prendre de patients greffés. À nous aussi, tutelle derrière, d'essayer de trouver avec l'agence, avec d'autres, comment on casse cet élément-là. Parce que si le patient n'est même pas dans le SMR, c'est même pas la peine d'y faire rentrer l'association. Mais donc faire rentrer les assos dans les services, c'est une clé qui dépend en effet de chaque configuration d'établissement. Des fois c'est auprès de la coordination, des fois c'est auprès du médecin, des fois c'est auprès des soins de support oncologie qui le prennent en compte. Il faut accepter cette diversité, mais il faut imposer qu'elle y soit. Par contre dedans, et je pense que c'est par ce biais-là qu'on peut arriver à faire prendre conscience collectivement qu'on n'est pas les uns contre les autres, qu'on est tous pour la guérison et la réinsertion du patient, et que ce que le technicien, médecin du plus haut niveau qui doit se tenir à jour en permanence ne peut pas faire, il ne peut pas tout faire, on ne lui demande pas de le faire.
On demande simplement de laisser faire les autres qui veulent bien le faire, et en incitant que les programmes de TP soient en effet avec des pères aidances dessus et des patients témoins, je cherche des patients experts et patients partenaires, merci, qui permettent tous ces moyens qui existent ou pas. Je ne sais pas si à Limoges c'est possible, à Bordeaux, à Poitiers pour ma région, mais en tout cas, la meilleure façon de le faire localement. Et je pense que le plan prévoit ça aussi. Il prévoit aussi sur le donneur. Oui. Hein. On parle du greffé, mais on parle du donneur aussi. En fait, c'est le plan national avec sa déclinaison régionale et son copilotage avec les ARS. Il va permettre partout où on va parler de post-greffe de dire que, effectivement, il y a 2 mots-clés, hein, c'est les ETP et les patients experts ou les patients accompagnants, et qu'il faut absolument que ça existe partout, parce que en fait ce qu'on va faire avec ce plan, c'est que on va se servir des régions vertueuses, parce que Daniel ne le dit pas, mais en Nouvelle-Aquitaine ils sont quand même assez en avance par rapport à certaines autres régions, mais on va mettre devant tout le monde les progrès accomplis déjà dans certaines régions, les choses qui marchent, et on va inciter à ce que là où ça marche, ça se reproduit partout ailleurs, puisque si ça marche en Nouvelle-Aquitaine, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas dans les autres régions. Alors effectivement, l'Île-de-France, elle est peut-être un peu particulière, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de services de greffe, et donc du coup, il y a pas mal de SMR. Mais moi, je crois bien avoir vu dans les différentes régions que pas mal. Oui, c'est pas, parce que par rapport à 0, c'est beaucoup, 3. J'ai vu dans certaines régions où à la question SMR onco-hémato, la réponse est 0. Voilà. Donc ça j'espère que grâce au plan greffe, qui sera d'ailleurs suivi d'un autre, hein, mais j'espère que grâce au plan greffe, ça n'existera plus. C'est-à-dire que partout, ce qui a marché là doit marcher également là. En tous les cas, on va faire en sorte que ça soit présenté comme ça. Merci Catherine. Peut-être passer la parole à Teresa maintenant. Merci, et merci pour ces échanges. Merci pour la présentation de Anne-Pierre, parce que c'était passionnant et très émouvant d'avoir toujours un retour direct des associations, des patients. Moi, je vais vous présenter quelque chose d'un peu plus pragmatique. On va descendre d'un niveau dans les émotions et dans les choses plus de la vie réelle, pour vous présenter un programme pilote qui s'intéresse. Alors, le titre initial, c'était Suivi à long terme du patient à greffer dans la stratégie décennale. Je vais vous présenter ça par le prisme du suivi des toxicités à long terme. Et vraiment, avant de commencer, je vais vous dire que c'est très intéressant d'échanger avec vous tous et avec toutes les visions de chacun, qui sont très complémentaires pour établir ce genre de programme pilote. Pour vous illustrer en introduction quelques notions très pragmatiques et en chiffres, qu'est-ce qu'on appelle la toxicité à long terme et qu'est-ce qu'on appelle le suivi à long terme, ou long-term follow-up en anglais? On s'intéresse généralement aux patients greffés qui ont dépassé les 2 ans post-greffe. Et pourquoi? Parce que dans les stades précoces post-greffe, la principale problématique et le principal risque et la principale cause de mortalité, ça reste la rechute. Et que quand on dépasse les 2 ans post-greffe, en absence de rechute, la survie des patients est de plus de 85% à 10-15 ans. Ce qui fait que la problématique va être complètement différente. Cette fois-ci, la problématique de la rechute va laisser la place à la problématique de toxicité et l'apparition d'une polypathologie qui, elle, va induire une morbimortalité. Et cette cohorte de ce qu'on appelle les survivants, ou survivorship en anglais, elle ne fait qu'augmenter, puisqu'on prédit qu'aux États-Unis, en 2030, on dépassera plus de 500 000 survivants. Ça peut être probablement moitié moins en Europe, mais on va avoir un corps de plus en plus de ces patients survivants avec des polypathologies. Et c'est quoi ces polypathologies? On sait que 66 à 80% de ces patients greffés à plus de 2 ans vont avoir au moins une pathologie chronique. 26% vont avoir 3 comorbidités ou plus. 18% vont avoir une comorbidité sévère ou à risque vital. Et qu'au total, ce dont on parle, c'est une espérance de vie qui sera diminuée de 30% par rapport à la population matchée sur l'âge, le sexe, les facteurs de risque. Et
point cerise sur le gâteau, la toxicité post-graphie immédiate, ce qu'on appelle la NRM, la Non-Relapse Mortality, c'est-à-dire la mortalité non liée à la rechute, on l'a divisée de moitié dans les stades précoces post-graphe, c'est-à-dire jusqu'à J100, jusqu'à 6 mois. On n'a pas du tout réussi à faire bouger cette toxicité à long terme avec les chiffres qui restent identiques, et donc une cohorte de population de greffés qui vont avoir finalement des polypathologies et ce qu'on appelle un vieillissement prématuré. Donc ces données très brutes vont induire deux constats. Le premier constat, c'est au niveau des centres de greffeurs. Et ce n'est pas un constat qui date d'aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans qu'on en parle. Et vous voyez sur cette revue qui a très bien décrit ce problème, elle date de 2011, on n'a toujours pas réglé le problème. Il y a une vraie inadéquation entre la démographie de cette population de patients greffés et puis la démographie des greffeurs qui, elle ne suit pas cette courbe-là. Elle est plutôt plate, voire en diminution. Donc on a des établissements qui doivent faire face à une population croissante de patients, et pas uniquement une charge de travail, mais une polyexpertise sur laquelle on n'a pas forcément les moyens, et on l'a très bien dit, elle est très centre-dépendante, très greffeur-dépendante. Le deuxième constat, c'est que pour l'instant, cette problématique, elle est centrée sur les centres de greffe, et qu'on n'a pas de proposition en médecine de ville, ou en tout cas une transition avec la ville, avec les médecins traitants, ou même avec les correspondants des spécialités en ville. Aujourd'hui, donc c'est le greffeur qui s'occupe de ces patients. Et là, alors ça ne ressemble pas à une montagne, mais ça ressemble quand même à un long parcours avec des milestones. Et vous voyez que ça commence même avant la greffe. Dans le bilan pré-greffe, ce que vous voyez là à J-30, J-8, eh bien, le greffeur il doit dire au patient qu'il est en rémission, qu'il a la bonne maladie pour le greffer, choisir le donneur, etc. C'est-à-dire exercer sa spécialité de greffeur. Mais en plus, il doit gérer ce qu'on appelle le bilan des comorbidités. Vous voyez en bas, tous les organes doivent avoir un check-up avant la greffe. Puis ensuite, le patient est greffé J0. C'est toujours le greffeur et le centre de greffe qui va suivre le patient sur les toxicités aiguës. Et là aussi, nous avons des checkpoints obligatoires qui sont dans les recommandations internationales, notamment les recommandations JACI, qui concernent tous ces organes avec des suivis réguliers. Et puis, on passe ensuite au suivi à long terme. Et là, vous voyez que le greffeur qui doit apparaître, qui doit jongler entre sa spécialité à lui de greffeur et puis gérer toutes les spécialistes d'organes et toutes les toxicités qu'il doit assumer et quelque part courir après les spécialistes les uns les autres et intégrer tout ça. Et bien sûr que le suivi spécialisé de greffe est important, parce que finalement, même si on a toutes ces comorbidités d'organes, elles sont généralement et elles doivent être vues par le prisme du greffeur. Pourquoi ? Parce que tous les facteurs de risque qui induisent ces toxicités, elles sont liées non seulement à ce qui s'est passé avant la greffe, ce que vous voyez en haut, c'est-à-dire comment est la maladie, quelle chimiothérapie il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu comme toxicité avant la greffe, mais tout ce qui s'est passé aussi après la greffe, c'est-à-dire le type de greffe, le type de donneur, est-ce qu'il y a eu une réaction du greffon contre l'autre, quels immunosuppresseurs sont utilisés, est-ce qu'il y a eu des toxicités d'organes spécifiques à la procédure. Donc bien sûr que le greffeur doit avoir une vision là-dessus et pointer du doigt qu'est-ce qu'on peut avoir comme toxicité spécifique au regard de tous ces facteurs de risque. En plus de ça, il doit intégrer tous les nouveaux traitements qui arrivent, que ce soit les thérapies innovantes, que ce soit les checkpoints. Et puis, il doit intégrer tout ça au fait que la population de greffés a changé avec des patients qu'on greffe de plus en plus âgés. Alors, comment faire avec tout ça ? Donc, à ce stade, vous vous dites, mais mon Dieu, c'est horrible. Oui, parce qu'il nous faudrait idéalement une structure qui puisse intégrer toutes ces problématiques. Alors là, c'est dans le monde idéal du suivi post-greffe. On devrait avoir un suivi, donc bien sûr, pluridisciplinaire des toxicités, avec des praticiens qui doivent être sensibilisés aux problématiques de la greffe et aux spécificités de ce traitement, et qui doivent inclure, ce que vous voyez dans le camembert, tout ce qui tourne autour du patient, c'est-à-dire les toxicités physiques, les toxicités neuropsychologiques. Ce qui arrive en premier là-dessus, c'est la fatigue, quelque chose qu'on ne comprend pas, la fatigue chronique de ces patients, et bien sûr aussi la toxicité financière, économique, et tout ça, bien sûr, impacte les uns les autres et ça fait un cercle vicieux. Donc tout ça, si possible, dans une unité de temps et de lieu,
évidemment pour éviter aux patients de courir après le cardiologue, après le pneumologue, après le psychiatre, après le machin. Et puis, pour avoir toutes ces spécialités qui se coordonnent et qui discutent entre elles, puisque finalement, tout sera lié. Et si possible, quelque chose qui soit plus proche de la ville que de l'hôpital pour désengorger les services de greffe et puis pour donner un peu de vie et d'espoir et d'avancement aux patients pour le sortir un peu du centre de greffe pour qu'il avance dans la vie, dans une vie de plus en plus normale. Et bien sûr, tout ça axé sur, si possible, la prévention, puisque c'est au cœur du plan décennal contre le cancer, bien vieillir, prévenir les toxicités possibles. Et donc là-dedans, on parle de prévention primaire, bien sûr de dépistage, vous l'avez très bien dit, de l'éducation. L'éducation, elle est capitale, l'éducation sur les cancers secondaires post-greffe, les risques infectieux, etc. La prévention secondaire avec quelles sont les toxicités qui sont là et comment on peut prévenir qu'il n'y en ait pas d'autres qui arrivent ou limiter les dégâts. Et puis bien sûr la prévention tertiaire en traitant et en suivant ces toxicités. Alors en pratique, comment est-ce qu'on peut mettre en place ce monde idéal ? C'est un projet qui a ses débuts, pour lequel, pour le lancer et pour le démarrer, on a réuni 3 forces. Ça c'est pour le démarrage, mais bien sûr on attend à avoir d'autres personnes qui collaborent avec nous, puisque vous avez vu que c'est quelque chose d'ambitieux et qui concerne beaucoup de spécialités. Alors c'est quoi ces 3 forces et avec quoi on démarre ? À Gustave-Roussy, donc c'est un centre de lutte contre le cancer. La particularité, c'est qu'on a une cohorte énorme de patients d'oncologie. Et notre particularité, c'est qu'on n'a pas les spécialités d'organes. Donc à Gustave-Roussy, on a été un petit peu pionnier, quand je dis on, c'est pas notre service d'hématologie, mais c'est plutôt les oncologues, à créer ce qu'on appelle un DIOP, un département interdisciplinaire d'organisation du parcours patient. C'est quelque chose qui est centré essentiellement sur les soins support et pour faire le lien justement hôpital-ville et avec les spécialistes d'organes que nous n'avons pas. Ils ont été très actifs à créer plusieurs programmes, notamment le programme Intervalle qui s'intéresse au suivi après cancer, surtout en oncologie solide. Ils s'intéressent aux marqueurs prédictifs qui vont impacter la toxicité, notamment dans le cancer du sein et les comorbidités post-cancer du sein. Et ils sont axés sur la prévention, le télésuivi. On l'a vu avec le Covid, avec exactement ce que vous racontez, comment on peut aller chercher les patients quand ils sont dans le suivi long terme. Et tout ça a été reconnu au niveau international comme centre d'excellence de soins de support, avec vraiment des équipes de recherche qui s'intéressent à cette problématique. Deuxième force, le centre hospitalier de Bligny. Donc j'ai plus besoin de vous le présenter grâce à Anne-Pierre, mais simplement 2 choses en plus. Le centre hospitalier de Bligny reçoit environ 120 patients allogreffés par an, donc ils sont plus que avertis de cette problématique de la greffe et ils ont une vision qui est très spécialisée pour ces patients. Et puis, deuxième point sur lequel je voudrais aussi intervenir, ça fait un peu coup de pub, mais c'est un cadre exceptionnel, non seulement en termes de géographie, avec un parc, avec des terrains de tennis, avec une salle de sport qu'on ne peut pas avoir vraiment en Paris intramuros, et puis, on l'a dit et redit, l'éducation thérapeutique qui a été instaurée et qui est un programme vraiment d'excellence, et le programme d'activité physique. C'est un centre où on peut avoir les spécialités d'organes. Il y a de la cardiologie, il y a de la pneumologie, il y a des maladies infectieuses. Donc c'est un peu l'endroit rêvé pour dire on peut réunir ces spécialistes qui, en plus, s'intéressent à la greffe. Et enfin, on ne peut pas ne pas nommer la Société française de greffe de moelle, qui bien sûr est demandeur de ce genre de programme qui pour l'instant n'existe pas sur le territoire français et pour lequel on a le soutien, qui aussi émet chaque année des recommandations internationales qui peuvent nous aider à avancer de façon, je dirais, très scientifique sur ce qu'on peut proposer aux patients. Donc en pratique, comment ça peut se présenter et qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On espère un démarrage en début d'année prochaine en fonction des financements qu'on peut avoir et puis il y a toujours un petit délai de mise en place. Ce qu'on voudrait créer, c'est un hôpital de jour au centre hospitalier de Bligny, pour l'instant sur une journée et sur 4 axes qui nous paraissent très importants sur tout ce qui est prévention et être vraiment avant les toxicités. Évidemment, métabolisme, endocrinologie, nutrition, psychologie sociale,
motricité, activité physique et bien sûr éducation thérapeutique et tous les moyens de prévention. Cet hôpital de jour s'adresserait à des patients greffés, comme vous l'avez compris, au-delà des 2 ans, en rémission complète, chez qui la problématique est plutôt l'entrée dans la vie normale et donc la prévention de toxicité, et donc qui n'aurait pas au premier plan des complications de type GVH très sévères avec des immunosuppresseurs qui font partie de tout un autre problème. Et donc, après cette journée d'hôpital de jour, on aurait un compte-rendu formalisé sur ces 4 axes, avec une évaluation, avec des recommandations thérapeutiques et des modalités de suivi. Cet hôpital de jour, on le ferait de façon annuelle, tel que c'est programmé pour l'instant dans le suivi classique du patient greffé, c'est-à-dire au-delà des 2 ans qui est vu annuellement. Et puis, dans l'intervalle de ces 2 hôpitaux de jour, on aurait une évaluation par une infirmière de pratique avancée, par un télésuivi pour suivre s'il adhère au programme et si les recommandations thérapeutiques sont suivies, avec probablement une plateforme de télésuivi. Alors, il y a beaucoup de technologies qui arrivent. On a parlé de New Spring for Me, je pense que ce sera très intéressant aussi de discuter avec eux. Il y a d'autres sociétés qui s'intéressent pour l'instant à l'oncologie et qui proposent en ligne de la sophrologie, de la méditation, de l'activité physique, même des programmes d'éducation. Donc ce sera très intéressant de pouvoir accéder à tout ça. Et bien sûr, à cela, donc ça on s'est intéressé aux patients, et on l'a dit, et vous en êtes conscient, donc je n'ai pas besoin de le redire, mais bien sûr, les associations et le retour patient est capital. Et capital parce que c'est vrai que nous, du côté médical, du côté scientifique, vous avez vu ma présentation, alors voilà, c'est brut, mais il nous faut absolument, ce à quoi on s'intéresse beaucoup dans les études aujourd'hui, c'est les Patient Reported Outcomes. C'est-à-dire, qu'est-ce que le patient rapporte comme efficacité de la méthode, et lui, est-ce qu'on a répondu à ses besoins? Et ce n'est pas les besoins des médecins. Alors oui, on a aussi des besoins, donc ils doivent être suivis, mais les besoins du patient doivent être au centre, et donc on a besoin de ces patients qui viennent nous voir et qui participent à ce programme. Et bien sûr, on a besoin de diffuser ce programme aux médecins traitants, aux praticiens de ville, peut-être aux infirmières de pratique avancée qui vont arriver aussi en ville et qui devraient nous aider sur... Alors, les résultats escomptés, c'est très dense, c'est simplement pour vous montrer que dans ce qu'on vérifie, c'est au niveau des patients, au niveau des aidants, les familles, au niveau du centre référent de greffe et au niveau du réseau de ville. Et sur ces 4 points, on va appliquer des échelles quantitatives scientifiquement démontrées pour avoir des points de référence. Est-ce que ce programme a une efficacité, avec un objectif principal qui est en rouge, c'est l'amélioration du QLQ30, une échelle de mesure qui a l'avantage de balayer plusieurs points, non seulement la fatigue, la qualité de vie, la toxicité économique, certaines toxicités physiques. Donc on pense que c'est une échelle qui pourrait nous donner un aperçu assez important sur l'efficacité, mais vous avez vu aussi tous les autres points qui sont non seulement des échelles, mais aussi après des paramètres biologiques, le syndrome métabolique, les bilans hormonaux, etc. Chose importante, peut-être que vous connaissez cette méthodologie, c'est une méthodologie qui permet de s'auto-évaluer et de vérifier si ce qu'on a implémenté est vraiment efficace, ce que vous voyez en bas. Est-ce qu'elle est adoptée? Est-ce qu'il y a eu des difficultés d'implémentation? Est-ce qu'on peut maintenir ce système? Et est-ce qu'on a atteint notre cible, c'est-à-dire les patients, est-ce qu'on a répondu à un besoin? Et ça fait partie d'une méthodologie qui a été très bien validée, essentiellement en oncologie, dans tout ce qui est suivi à long terme et dans l'implémentation de systèmes de soins et de programmes de soins, et ce qui permet, nous, comme un espèce d'audit interne, de vérifier que ce qu'on a fait a un intérêt et qu'est-ce qu'on doit modifier en ayant des retours et pour pouvoir, à la fin, avoir un système qu'on peut implémenter et qui est efficace dans la vie réelle. Je vais aller vite sur les dernières diapositives parce que vous vous doutez qu'au-delà de ces 4 axes, l'objectif à long terme, c'est d'étendre cet hôpital de jour en faisant peut-être un hôpital de jour sur plusieurs jours ou sur un hôpital de semaine pour cibler tous les organes nécessaires et pour avoir vraiment un suivi pluridisciplinaire intégré.
Et puis à plus long terme, d'exporter ce programme qui pour l'instant, vous l'avez compris, sera dans la phase pilote au centre hospitalier de Bligny, mais voir comment on peut l'implémenter dans d'autres centres de la Société française de greffe de moelle, avec l'objectif, on en a parlé tout à l'heure, qu'il y a une grande divergence sur notamment l'accès aux soins de support en fonction de ce que le praticien sait qu'il y a comme disponible, en fonction des disponibilités, donc d'essayer d'harmoniser le plus possible. Alors il y a beaucoup de formations, on a parlé tout à l'heure des formations en ligne qui existent, mais peut-être via la SFGMTC ou le HTC Project de créer un e-learning qui soit une référence pour le médecin traitant ou l'IPA de ville qui va chercher telle ou telle information, et puis ensuite pourquoi pas élargir le programme sur les carticelles, sur les autogreffes, les greffes d'organes. Moi je le connais moins bien, mais peut-être qu'il y a aussi les mêmes problématiques. Donc évidemment, les perspectives à long terme sont plus importantes. C'est ma dernière diapositive, simplement pour nommer toutes les personnes qui sont impliquées dans ce projet. Nathalie Chéron au premier plan au centre hospitalier de Bligny, qui évidemment est en premier plan avec moi pour construire tout ça. Et puis je vous remercie de votre attention et j'ai hâte d'avoir vos retours et vos questions. Merci beaucoup de nous partager cette expérience de modélisation et de programme qui s'inscrit dans un environnement particulier. Et c'est pas étonnant que Gustave Roussy mette toutes les balises suffisantes pour évaluer aussi et voir comment la transposition du dispositif pourrait s'entendre. Je crois qu'il faut les inventer, en effet, ces dispositifs, ces programmes, que chaque établissement n'a pas fait la démarche pour l'instant au bénéfice de ces patients. Vous y étiez très contraint par le manque de spécialistes d'organes à un moment donné. Néanmoins, le manque de spécialistes d'organes existe partout. Quand bien même existe-t-il, il n'est pas disponible ou il n'est pas au bon moment. Donc nous avons collectivement tous un travail à faire là-dessus. Et je pense que c'est un des indicateurs qu'on pourrait mettre en suivi post-greffe, de voir si ce parcours d'une façon ou d'une autre, est organisé. Parce qu'on parle d'organisation finalement aujourd'hui, et alimenté par les savoirs scientifiques dessus, mais ce n'est pas le sujet. On est vraiment sur de l'organisation là pour le coup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle ? Écoutez, merci. Moi, j'ai découvert, j'avais vaguement entendu parler de Salto, mais je n'avais pas compris. Donc maintenant, je comprends mieux ce que c'est. Mais il y a une problématique en fait que j'aimerais partager, dont vous avez conscience, mais qui peut-être pas le ressenti côté patient, c'est la problématique de trouver un spécialiste d'organes qui connaisse la GVH. Et on en est presque réduit à se passer comme des petits tuyaux sous le manteau, limite, entre patients. On va sur des forums, j'ai une GVH oculaire, je ne m'en sors pas. Qu'est-ce que vous avez eu comme traitement? Mais en fait, c'est pas parce qu'on fait pas confiance à son hémato, c'est qu'en fait l'hémato, il fait un travail formidable, mais il n'est pas spécialiste d'organes, il fait ce qu'il peut, il faut qu'il trouve quelqu'un, et ça crée vraiment une détresse, vraiment. On ne veut pas non plus acculer l'hématologue en disant là j'en peux plus, mais entre nous il y a des patients. Moi j'ai parlé avec une patiente qui m'a dit moi ça fait 11 ans je ne m'en sors pas. Et elle va sur des forums, elle pose des questions, après elle va voir son hématologue qui parfois est un peu irrité aussi, parce que le patient essaie d'arriver avec des solutions. On se trouve avec cette situation-là, et c'est vrai qu'il y a un besoin qui est exprimé, c'est de pouvoir identifier, encourager des spécialistes d'organes à s'intéresser à la gestion de la GVH, parce qu'on peut avoir des spécialistes d'organes qui n'y connaissent pas grand-chose. Moi j'ai parlé avec une patiente greffée allemande qui avait une GVH gynécologique, qui allait voir un gynécologue qui lui a dit « Madame, vous avez un coup de soleil ». Et elle lui a dit, on est en plein hiver, je ne suis pas partie en vacances, ça va être compliqué. Et il dit, je vous jure, vous avez un coup de soleil. Elle a dit, non, je n'ai pas un coup de soleil. Et elle avait essayé d'expliquer. C'était pas du tout. Il en avait presque jamais entendu parler, en fait. Et c'est vrai que et donc ça, c'est compliqué. Donc là, je pose là, mais c'est vrai que il y a un moment, on n'en parle plus et on en parle entre nous. Et ça circule et on essaie de trouver des solutions. Alors, cette détresse, on l'a aussi du côté médical. Parce que je peux vous dire qu'en tant que greffeur, quand on a perdu son spécialiste du poumon de la greffe,
on pleure. Quand on court après la gynéco qui connaît la greffe, c'est très difficile. Et puis quand on a un retour, qu'on envoie le patient voir le cardiologue et qu'il revient en disant tout va bien, alors qu'on sait qu'il y a ça de liste de facteurs de risque et qu'il ne les a pas pris en charge. Donc la détresse, elle est des deux côtés. Et je suis d'accord qu'à travers ce programme, l'objectif, c'est aussi d'amener les autres spécialistes d'organes à s'intéresser. Et puis l'autre chose que je voulais dire, c'est dramatique parce que dans les sociétés savantes, quand on émet des recommandations, et je parle aussi au niveau de l'EBMT, quand on fait des recommandations sur le suivi de la GVH aiguë ou chronique et des traitements, vous verrez la liste de tous les auteurs de ces recommandations, il n'y a pas un spécialiste d'organes. Or, on a beaucoup à apprendre des dermatos et des 150 crèmes, pommades, machin, des ophtalmos qui ont des colliers, donc on ne sait même pas, mais parce que nous, on a fait hémato, et que moi, je ne connais pas la dernière crème miracle qui peut aider sur, en effet, le coup de soleil. Enfin, la partie coup de soleil, non mais, parce que quand il dit coup de soleil, c'est parce qu'il n'avait pas compris que c'est de la GVH gynécologique. Non, mais je veux dire, il y a les immunosuppresseurs, mais derrière, ce qui va aider, ce qui va améliorer la qualité de vie du patient, ça ne va pas être les immunosuppresseurs qui donnent souvent des effets secondaires, mais ça va être la crème du dermato, qui va être peut-être bien. Donc je suis d'accord qu'on a besoin des spécialistes d'organes et on en manque. Oui, c'est le constat qui est fait sur le territoire entier, et je crois que les équipes ont besoin de cet autre GPS qui est de se dire parmi les collègues gynéco, ophtalmo, dermato, qui sont ceux qui s'intéressent au sujet, vers lesquels on pourrait les orienter en les libérant de tout un tas d'activités qu'ils n'ont pas envie de faire et qu'ils reçoivent. J'ai été saisi par la Société française de dermatologie du problème d'accès, parce que certains s'intéressent fortement alors, à la fois aux maladies chroniques dermatologiques, mais aussi aux suites post-greffe derrière, et disent c'est pas normal que je sois encombré avec du repérage de névus pathologiques chez des gens qui sont à zéro risque et autres. Ça rejoint la question que je posais en plénière ce matin du bénéfice du carnet de santé finalement qui permet d'orienter les bonnes personnes au bon endroit. Et ça dans un contexte de pénurie de praticiens. Il y a des départements qui n'ont pas de spécialistes non plus. Soit en effet on fait un diop qui regroupe les spécialités, soit on a un réseau partagé entre les hématologues et les associations de patients qui identifient à travers ce GPS l'offre locale et qui privilégie l'offre locale. Et je pense que c'est vers là qu'il faut qu'on aille, parce que c'est tellement dommage d'avoir des pertes de chance post-greffe alors qu'on a tout fait ce qu'il fallait avant. Oui, merci beaucoup Teresa, je suis absolument ravie, enchantée, parce que c'est exactement ça qu'on attend nous aussi en tant que greffeurs depuis 15 ans, qu'on entend les anglo-saxons parler de la long-term follow-up clinique et qui nous racontent leur structure merveilleuse qu'ils ont. Bon, enfin après, je ne sais pas la réalité, mais disons que oui, c'est complètement ça. Et en plus, ce que tu fais là avec cette étude-là, c'est que tu vas faire carrément un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus tu auras de spécialistes qui seront sollicités, et plus il y en aura qui seront intéressés par ce domaine, qui est un domaine absolument passionnant. Nous, on en est persuadés parce qu'on est hémato et qu'on connaît et qu'on sait à quel point c'est riche comme domaine. Et je suis absolument certaine que pour les spécialistes qui vont le découvrir grâce à ce type de structure, ils vont aussi, enfin pas tous, mais enfin ceux qui vont y aller, ils vont aussi se passionner. Et on en a connu, à Marseille, on a eu cette gynéco absolument génialissime qui assurait à la fois la consultation gynéco et sexo. Elle était super, c'était comme une bouffée d'oxygène dans le désert, quoi, voilà. Et ça, si c'est arrivé une fois, ça peut arriver 100, ça peut arriver 1000. Donc c'est pour ça que dans le plan greffe, on a insisté sur le fait que les patients greffés ne doivent pas sortir du parcours de soins de la stratégie décennale du cancer. Bon, alors évidemment, pas 100% des patients sont greffés pour une pathologie cancéreuse, mais enfin on va dire chez l'adulte on est à plus de 90%, donc voilà, c'est pas, on va pas faire dans le détail, parce que on veut rester dans ça, c'est-à-dire ce que tu as montré là, qui a été fait à Gustave Roussy, c'est une démarche d'oncologie en fait, qui voilà, et ben nous on veut réintégrer les patients greffés dans ce parcours-là et faire en sorte qu'ils soient accueillants et pour les patients d'oncologie et pour les patients greffés avec les spécialités des patients greffés, et d'ailleurs les patients traités par Carticelle, parce que moi maintenant j'ai tendance à dire les patients immunodéprimés au sens large qui reçoivent soit une allogreffe, soit une thérapie cellulaire, soit les nouveaux traitements d'immunothérapie qui sont d'une complexité absolument
phénoménal, mais que tous ces patients-là, ils aient accès à ce même genre de structure, précocement ou plus tardivement. Tu sais que je te traque sur le précoce, mais bon, les deux moments sont très importants, c'est majeur en fait. Enfin, après, je ne l'ai pas montré, mais en effet, là on arrive à 2 ans post-greffe, on imagine bien que si on met les choses en place bien plus précocement, et que si on avait cette structure-là déjà disponible au J-30 et au bilan pré-greffe, évidemment, on préviendrait beaucoup plus de choses. Bon, après, il faut bien commencer par un point, mais je suis d'accord que dans tout le parcours, c'est indispensable. Je rajouterais juste une chose, la difficulté de cette démarche, c'est que quand même la greffe, ça reste une maladie rare. Et pour l'instant, c'est pas dans les filières de maladies rares. Or, le nombre de greffés, c'est peut-être plus fréquent que les maladies très très rares, mais c'est la difficulté d'avoir des spécialistes qui vont voir suffisamment de malades. Parce que finalement, pour les patients greffés, il ne suffit pas de quelqu'un qui connaît en théorie, mais c'est énormément de pratique. Et donc peut-être qu'il faut réfléchir là-dessus. C'est vrai que Bligny, on pourrait avoir un point d'ancrage pour toute l'Île-de-France si on sait qu'on va avoir une cohorte assez importante avec des spécialistes qui vont voir beaucoup de malades et donc du coup qui vont enrichir leur expérience. Mais voilà, peut-être quelque chose de ce type-là. Alors, je ne veux pas mettre le plan greffe partout tout le temps, mais enfin si quand même, parce que dans le plan greffe, on a mis les comités de suivi à long terme. Ça serait, dans notre idée, enfin on en avait discuté avec les greffeurs avant voilà bien sûr, mais l'idée, ça serait d'avoir des comités d'experts, comme des RCP nationales en fait, j'ai envie de dire, ça existe déjà ce modèle-là, dans lequel on pourrait venir chercher de l'aide pour des dossiers de patients compliqués auprès de gens qui effectivement en voient suffisamment, voilà, et que ces RCP nationales, elles fassent comme pour les RCP de pathologie, c'est-à-dire qu'elles diffusent dans les CHU où il y a des patients greffés et où il n'y a pas forcément tous les moyens, les bonnes pratiques, les recommandations, les nouveaux traitements, les nouvelles prises en charge et éventuellement le fait de pouvoir envoyer si besoin, je ne dis pas parce qu'il ne faut pas forcément déplacer les patients, mais si éventuellement besoin sur un cas compliqué, envoyer le patient vers une équipe qui effectivement a l'habitude de cette prise en charge et tout ça. Et ce qu'on a mis aussi dans le plan greffe, après j'arrête, c'est l'idée de renforcer les équipes de greffe et de thérapie cellulaire par des assistants spécialistes que je martèle partout dans toutes les ARS où je vais, qui pour nous, basé sur de l'expérience vécue, attention, on n'a rien sorti out of the blue, mais basé sur l'expérience vécue, on s'est rendu compte que quand on a des internes en fin d'internat qui attendent un poste de chef et qui sont volontaires pour passer 1 an ou 2 ans dans une unité de greffe et de thérapie cellulaire, ils en sortiront forcément transformés pour leur propre spécialité. Un dermato qui aura vu pendant 2 ans de la GVH chronique cutanée, quand il va sortir de là, ok, il va être chef de clinique en dermato, il va s'installer en ville ou rester à l'hôpital, probablement ce sera plutôt ce profil-là, et ben il aura vu, pris en charge, avec évidemment l'aide des hématos, des patients immunodéprimés, encore une fois au sens large, la définition que je donnais tout à l'heure, et on pense vraiment que chaque équipe de greffe est capable d'accueillir ces professionnels-là. Des gens qui ne sont pas hématos, qui ne vont pas rester en hémato, qui ne vont pas être des greffeurs, mais qui pendant 2 ans, au sens large, auront vu des patients immunodéprimés de tout type et en sortiront transformés, parce que quand par contre on l'a fait dans sa carrière, on ne l'oublie plus jamais. Voilà. Exactement, et puis on peut diffuser autour de soi, dire à ses potes dermato, tiens, il y a un poste d'assistant spécialiste, moi je l'ai fait pendant 2 ans, thérapie cellulaire, j'en ai retiré plein de trucs, j'ai fait des publications au passage, parce qu'il faut quand même se faire une carrière. Et voilà, et vraiment, encore une fois, si ça a marché là, ça doit marcher dans tous les autres endroits, parce que c'est utile pour les patients avant toute chose. Donc on a tout. Il faut qu'on le mette en œuvre maintenant. Merci d'avoir précisé ça, Catherine. Et du coup, je t'interdis d'arrêter de parler puisque tu vas pouvoir continuer sur ta présentation en 10 minutes. Quand on me lance sur le parcours post-greffe, ça peut durer vraiment longtemps. Mais bon. Alors, moi, ma présentation, elle va durer très peu de temps. D'abord parce qu'il est 15h14 et ensuite parce que ça va reprendre en fait un petit peu beaucoup de choses qui ont été dites. Nous, en tant qu'agence, en fait, ce qu'on peut faire en plus de tout ça à l'agence, parce qu'on n'est pas dans les hôpitaux, on n'est pas au plus près de l'offre de soins, voilà, on essaye d'y contribuer surtout de toutes les manières possibles. Et une des
une des questions qu'on se pose, c'est d'harmoniser et d'améliorer le parcours de soins post-greffe, harmoniser partout et améliorer, bien sûr, parce qu'il y en a besoin, ce fameux parcours de soins dont on ne fait que parler depuis tout à l'heure. Et donc, on veut s'intéresser au système national des données de santé. Et donc, je vais en dire quelques mots, mais ça va être vraiment très court. Effectivement, il ne se laisse pas faire, lui. Hein. Voilà. Donc, les missions de l'agence, c'est d'assurer l'évaluation des activités de prélèvement et de greffe, de mettre en œuvre les dispositifs de biovigilance et de contribuer à l'amélioration de la qualité des soins pour les patients et pour les donneurs. Et surtout, là, en ce moment, et puis pour les quelques années qui viennent, de piloter le plan ministériel qui a cette orientation qui sont décrites telles que vous les voyez, le maintien et l'accès à toutes les sources de greffons, les conditions de prélèvement et de suivi des donneurs. Ça n'est pas du tout le propos aujourd'hui, mais sachez que c'est un autre de nos combats. Maintenir la qualité et l'exhaustivité des données. Ce matin, il a été beaucoup question de données. Je pense que plus personne ne le conteste. Renforcer la biovigilance parce que c'est très important pour le suivi des patients greffés. Et maintenir un accès de qualité à l'allogreffe de CSH. Accès de qualité, ça ne veut pas dire juste je vais à l'allogreffe, comme disait Anne-Pierre. Ok, j'ai monté la montagne, mais ce n'est pas comme si derrière, il n'y avait pas encore 3 Everest à gravir. Maintenir et adapter aux évolutions le financement et puis la communication sur le don. Donc vous voyez que dans cette orientation, il y a beaucoup de choses et qu'il y a notamment le parcours post-greffe. Donc, le contexte, c'est que la greffe allogénique, c'est environ 2000 patients par an, avec des maladies soit bénignes, soit malignes, et que l'Agence de la biomédecine est donc l'autorité compétente pour l'évaluation et la garantie de l'équité d'accès à ce traitement. Et accès à ce traitement, encore une fois, ce serait complètement réducteur de dire que quand on a eu accès à la greffe, on a eu accès à tout. Et notamment, pour pouvoir avoir accès à la greffe dans les meilleures conditions, il existe un besoin constant d'évaluation précise et d'adaptation rapide de l'offre de soins et de recherche clinique, parce qu'on n'avance pas sans ça, sans évaluer et faire de la recherche. Alors, l'agence suit depuis longtemps des indicateurs de performance des équipes de greffe qui regardent la survie, la toxicité liée à la greffe, par exemple à 1 an post-greffe. Mais cet indicateur, il est basé sur la méthode statistique du funnel plot. Ça se présente de cette manière-là. La ligne marron, c'est la moyenne nationale. Et puis les petits points, c'est les centres de greffe qui sont autour. Et là, c'est la survie, le taux de décès à 1 an ajusté, donc en fonction des facteurs de risque des patients. Et vous voyez que tant qu'on est dans le fameux funnel plot, ça veut dire qu'on n'est pas statistiquement différent de la moyenne nationale. Et donc, quelque part, on vérifie que les équipes sont homogènes dans leurs résultats à 1 an post-greffe, mais c'est très peu détaillé. En fait, si on veut aller plus loin que cet indicateur, il faut quand même voir, encore une fois, la première année post-greffe, c'est complètement crucial. Et il faut quand même voir ce qui s'y passe. Il ne suffit pas de dire, voilà, à 1 an, on est comme ça, on a un taux de décès à 1 an qui est un tel. On est persuadé, nous, qu'il faut qu'on produise d'autres données pour pouvoir justement aller plus loin dans l'évaluation. Et donc, on a décidé de s'intéresser à quoi il faut regarder des tonnes de choses, mais enfin, disons que dans les soins programmés après la greffe de CSH, on ne parle pas des complications qui peuvent survenir, des hospitalisations non prévues. Il y a quoi? Il y a l'hôpital de jour. Dans la plupart des centres, les patients y vont 1 à 3 fois par semaine. Le patient bénéficie d'examens biologiques, de consultations, etc. Il y a le fameux séjour en SMR. Je crois que j'ai rien d'autre à dire. Là, on en a un petit peu parlé. Et on a les consultations spécialisées. Et voilà sur quoi on voudrait baser nos études à venir. Je suis désolée, mais je n'aurai pas de résultats bien flambants à vous montrer aujourd'hui parce que justement, on est en train de se lancer là-dedans. À partir de la base de données donc du SNDS. On voudrait, grâce à ces quelques simples facteurs-là, décrire le parcours post-greffe immédiat. Donc la première année, moi je considère que c'est vraiment le tout début de la greffe, de façon à voir au niveau national, faire comme un espèce de funnel plot pareil en fait finalement, pour voir en hôpital de jour, en SMR, en consultation spécialisée, comment se situent les équipes les unes par rapport aux autres et comment on peut mieux déterminer ce parcours. Alors, le SNDS, c'est le Système national des données de santé. Donc, je vous ai mis la définition, entrepôt de données médico-administratives,
pseudonymisé, couvrant l'ensemble de la population française et contenant l'ensemble des soins présentés au remboursement. Il permet de chaîner les données de l'assurance maladie, donc ça c'est le SNIRAM, les données des hôpitaux, c'est celui dont se sert le plus, la base PMSI, les causes médicales de décès, etc. Il faut bien savoir qu'il s'agit d'une base de données médico-administratives qui n'est pas destinée à la recherche clinique, mais qui par contre est très riche en données de santé, qui, elles, ne figurent pas dans les registres, comme le registre de l'EBMT, notamment cette fameuse consommation de soins que j'ai citée précédemment. Donc on a, dans un premier temps, parce qu'on était vraiment très, très, très intéressés de définir ça, on a défini une cohorte de patients adultes greffés entre 2015 et 2020. Et on a pris donc le PMSI et identifié les séjours hospitaliers pour allogreffe de CSH pour des adultes, alors d'une durée supérieure à 5 jours, parce que comme je te disais, il y a des séjours inférieurs à 5 jours, donc clairement ça n'était pas des séjours d'allogreffe, entre 2015 et 2020, par le GHM qui s'appelle, on dirait 27Z02, si, ben c'est celui-là, c'est le GHM. Voilà. Donc ça a été notre premier pas et c'est la seule chose qu'on a comme résultat pour l'instant, c'est cette première cohorte exploratoire, je dirais. Donc on a trouvé 9263 patients, ça commence à faire quand même un peu des chiffres de patients qui commencent à être un peu significatifs quand même, je trouve. Pour 9643 séjours dans 26 établissements autorisés, il y avait 58% d'hommes, ils avaient en moyenne 52 ans et ils étaient restés en médiane 35 jours. Avec une durée médiane entre l'entrée à l'hôpital et la greffe d'environ 8 jours. Donc c'est bien ça, c'est bien notre cohorte de patients greffés. J'attire votre attention sur la session de juste après à 16h, où vous verrez les données de cette même cohorte pour ce qui concerne les événements post-greffe, les complications post-greffe dans le cadre de la biovigilance. Et ben, ce qu'on peut dire déjà sur cette cohorte, c'est que c'est bien nos patients, c'est des patients avec des LAM, c'est des adultes, attention, LAM, syndrome myodysplasique, leucémie aiguë lymphoblastique, lymphome, voilà, je passe, vous avez la liste là. Et vous avez donc les durées moyennes d'hospitalisation en fonction de la classification, parce qu'il y a 4 types de séjours, ce n'est pas très important. Mais ce qu'on peut dire sur cette première cohorte, c'est qu'elle nous a paru tout à fait cohérente avec les caractéristiques des patients et des séjours qui sont identifiés dans la base EBMT Registry, qui s'appelait anciennement Promise, et que donc on pense qu'on a bien identifié, qu'on a bien une cohorte de patients qui est cohérente avec les patients greffés enregistrés dans la base Promise dans le même temps. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on espérait bien quand même tomber sur des... Voilà. Et donc les premiers résultats, c'est que dans les modes de sortie, à part les patients décédés, on a 73% de retour à domicile et 20% de mutations. Et dans ces 20% de mutations, 67% vont à SMR, alors que 31% vont en soins de courte durée. Donc on a déjà une cohorte de patients qui reste quand même très, très, très marquée par le retour à domicile. Et ça, moi, c'est un résultat qui m'a frappé parce que je me suis dit, est-ce que sur les 73% de patients qui retournent à domicile, on n'aurait pas 20 ou 30 ou 40% qu'on aurait bien aimé envoyer en SMR? Donc déjà, rien que sur ce résultat-là, cette cohorte, elle est intéressante. Alors évidemment, ce qui nous reste à explorer, c'est les restes en ce qui nous concerne. Voilà, mais on est très 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 motivés pour aller plus loin. C'est regarder donc les séjours en hôpital de jour, mais regarder les consultations spécialisées, mais non pas seulement les consultations, mais le délai pour les avoir, ces consultations, le nombre, le type, les actes réalisés en ville, les soins que le patient a reçus à domicile ou en ville, IDE, kiné, etc. Et après, on aimerait bien aussi le faire région par région pour identifier un parcours national, des parcours régionaux et les comparer entre eux aussi. Et il nous reste encore des tonnes de choses à explorer. En fait, ce qu'on veut faire, c'est obtenir les informations nécessaires pour préciser la réalité du parcours du patient après la greffe, mais que ces informations viennent d'une cohorte validée de patients adultes. Et évidemment, là, on a fait sur les adultes, mais évidemment, il n'est pas du tout question de laisser la pédiatrie de côté. Il faut qu'on regarde du côté de la pédiatrie, afin de permettre de définir les besoins en santé de ces patients et identifier les inégalités et disparités d'accès aux soins sur le territoire. Et pour ça, et c'est ça qui va nous prendre un peu de temps, mais encore une fois, la motivation est là, on va faire en sorte de développer la technique qui nous permettra de chaîner cette cohorte de patients, alors on va faire la même chose pour la pédiatrie, avec les informations qui sont contenues dans la base de données Promise.
BMT Registry, c'est la même chose. Et une fois qu'on aura cette cohorte validée de patients, alors encore une fois, il y aura une cohorte adulte, une cohorte pédiatrie, parce que je pense que les parcours ne sont pas les mêmes, enfin je sais que les parcours ne sont pas les mêmes, alors on la mettra à disposition de toute la société, enfin de tous les professionnels, pour pouvoir puiser des données et faire des études justement sur cette cohorte validée, et nous, en sortir des données sur l'offre, la consommation de soins, qui va nous permettre, je l'espère, d'adapter l'offre de soins partout sur le territoire en fonction des vrais besoins des patients tels qu'ils seront montrés. Et je pense que même sur une donnée très simple qui est la donnée de l'hôpital de jour, je m'attends à des résultats surprenants parce que, bon, il y a certes des disparités, mais je pense que personne ne sait à quel point on consomme des jours d'hôpital de jour pour les patients greffés et à quel point, donc, il faut peut-être redimensionner les unités de jour. C'était le cas à l'IPC. On avait la chance d'avoir effectivement un hôpital de jour qui était quand même assez grand, mais il n'a jamais été assez grand pour accueillir tous nos patients. Rien que sur ça, sur les données de consommation d'hôpital de jour, je pense qu'on peut avoir des surprises tellement on voit les besoins. Et alors, en SMR, n'en parlons pas, etc. Et donc, évidemment, le but de tout ça, c'est d'identifier les axes d'amélioration des prises en charge par l'harmonisation des pratiques, par la publication de recommandations, évidemment par adaptation de l'offre de soins. S'il le faut, définir les priorités pour arriver à la prévention des complications et des séquelles. Tout ça basé sur une cohorte validée qui sera chaînée entre la base promise et la base de BMT et qui ouvrira la porte, je l'espère, à de multiples collaborations avec la société savante. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup Catherine. Encore un exemple du volontarisme de l'ABM pour avancer et aller plus loin. À quand le registre Rhin-Greffe, parce qu'on est sur le chemin là finalement, qui nous permet en effet, mais j'ose le citer, c'est plutôt à moi de le dire, qu'en effet tout ce qu'on a pu tirer du registre Rhin, on doit pouvoir le tirer d'un registre Greffe quelque part, et aussi se comparer au parcours étranger, parce que peut-être que ce n'est pas le nôtre le bon modèle, peut-être que d'autres modèles sont intelligents, mais pour pouvoir se comparer, il faut savoir précisément ce qu'on fait pour pouvoir voir sur quels axes, tout environnement égal par ailleurs, ce qui est le plus compliqué parce qu'on n'est pas dans le même environnement dans chaque pays. Mais en tout cas, quel est le parcours optimum du patient avec les moyens d'offre que nous avons. Merci beaucoup. Est-ce que sur cette dernière présentation, vous voulez rebondir ou faire une remarque? Je trouve ça très optimiste. Donc, moi, j'avais juste un commentaire. En fait, avant que l'agence biomédecine me demande de parler au début du rôle des SSR, enfin des SMR, moi, j'en avais jamais entendu parler. Donc, en fait, je me suis tournée vers mes collègues. Tu vois, Agnès dit la même chose. Alors, toi, Catherine, non, voilà. On n'était pas au courant. Donc on n'était pas en position même de demander en fait. En ceci dit, c'est assez compliqué quand on est patient de dire à son hématologue, vous savez, je pense que je devrais aller en SMR, ça n'arrive pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant, c'est que des patients qui auraient aimé y aller, en fait, on ne le sait peut-être que 3, 4, 5 ans plus tard qu'on aurait aimé y aller, mais au moment où on en a le besoin, on ne sait pas que ça existe. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut en faire la promotion auprès des patients, mais en même temps, c'est un service qui n'est peut-être pas utilisé. Et moi, en fait, quand j'ai posé la question à l'hôpital Jean Jaurès, j'ai dit, moi, je ne savais pas ce que c'était. J'y suis allée, je leur ai posé des questions. J'ai dit, pourquoi moi, on ne me l'a pas proposé? Sûrement parce qu'on estimait que vous n'en aviez pas besoin et parce que vous étiez entouré. En fait, c'est finalement réservé, alors ce qu'on m'a expliqué, plutôt aux personnes un peu isolées, qui ont plutôt... Alors, en priorité, les personnes qui sont bien entourées, qui ont déjà un cadre, je dirais, familial, social très structuré, on leur proposera moins qu'à des personnes... Voilà, c'était un peu une des réponses qu'on m'avait données. Mais en tout cas, nous, en patients greffés, on connaît assez peu. Alors, expérience depuis 35 ans, puisque dans le livret d'accueil des services d'hémato de court séjour, il avait été défini d'anticiper en fait la place en SMR dès le J0 de la greffe. Parce que n'ayant que 20 lits,
j'étais obligée d'anticiper. Donc tous les services avec lesquels je travaille sur Paris, il n'y a pas que l'IGR, il y a Percy, il y a Necker. Dans le livret d'accueil, il posait la question, il disait aux patients, voilà, vous allez être greffé et après la greffe, on vous propose tel service, on vous proposait les 3 soins de suite à ce moment-là. Et moi, j'avais une feuille d'anticipation. Je savais que le patient de l'IGR de Percy, il avait été greffé à telle date à J0, donc j'allais le prendre à J30, J20. Mais maintenant, c'est de plus en plus tôt d'ailleurs, parce qu'il y a 35 ans, je les prenais à J35. Après, c'était J30, après, c'est J20, vu le turnover nécessaire. Donc, et même, je pense que c'est dans le dossier de la SFJMTC maintenant. Oui, mais les patients... Dans le livret de greffe, je suis presque oui, mais sûre. En fait, on revient toujours à cette chose du moment de sidération et de tout ce qu'on peut entendre. Oui, et en fait, déjà, on se dit, bon, d'abord, je vais arriver à la greffe. Oui. D'abord, je vais survivre. Puis on verra après si je suis vraiment fatiguée. Parce qu'en fait, quand on dit, vous verrez, vous serez fatiguée. Oui, ça, je dormirai. Non, en fait, c'est pas la même fatigue. Il y a plein de choses qu'on n'anticipe pas. Mais c'est toujours se revenir vers l'information. Peut-être qu'on me l'a dit, peut-être qu'on te l'a dit, Agnès. Parce que moi, Catherine et moi, on connaissait pas. On me l'a dit, mais de passer déjà plus d'1 mois dans une chambre stérile, forcément, j'ai pas envie d'aller ailleurs que chez moi. Donc même si on me l'a dit, c'est hors de question que j'aille ailleurs que chez moi. Et même si après un médecin me dit, moi j'ai fait une GVH mais hyper compliquée, ça fait 9 ans que je suis greffée, je m'en sors depuis un an, mais jamais je voudrais retourner dans un hôpital et dans un établissement, vous voyez. Oui, mais je trouve ça plus logique de rentrer chez soi et après de nous proposer une solution pour y aller. C'est la problématique. Après, il n'est pas question de dire c'est one size fits all. Hein. C'est vraiment complètement à la carte. C'est vrai que quand on a une population de patients plus âgés, c'est vrai que ça va être une population à qui on va peut-être plus facilement proposer le SMR. Mais moi, du point de vue de l'agence, c'est pas mon problème. C'est les médecins et les équipes soignantes et les équipes de SMR qui disent, moi, c'est que ce soit accessible. Voilà. C'est que ce soit accessible, que ce soit connu et que ce soit accessible et que les patients y aient accès partout où c'est possible, c'est-à-dire il faut que ça soit partout le cas sur le territoire et pas juste dans une région ou dans une autre parce qu'il y a eu une prise de conscience. Et si c'est accessible, que ce soit utilisé pour des programmes innovants sur le long terme et pourquoi pas innovants sur le moyen terme, de façon à améliorer la survie des patients. On est tous obsédés par que le suivi apporte suffisamment de prise en charge adaptée pour que la survie s'améliore. Encore une fois, l'hospitalisation, ça n'est pas l'alpha et l'oméga de la greffe, très loin de là. Et on a énormément de cartes à jouer dans le moyen terme. Et Teresa, je pense, vous a convaincu que sur le long terme aussi. Et alors, encore dans un autre domaine, on en a parlé tout à l'heure, dans la transition enfant-adulte, enfant greffé vers adulte, alors là, encore plus de cartes à jouer sur la suite. Donc, de partout où on se tourne, on voit bien que la prise en charge post-greffe, elle est fondamentale pour le patient. Et c'est pour ça que nous, on ne veut pas se contenter de nos indicateurs, qui sont des indicateurs tout à fait intéressants pour les résultats des équipes. On veut aller plus loin, décrire les parcours, les besoins et adapter l'offre de soins et publier aussi des recos avec la société. Et juste un mot très rapide pour dire que c'est vrai qu'il faut mettre aussi les moyens et qu'aujourd'hui les SSR sont débordés et que c'est pas juste. Alors il y a des patients qui veulent pas y aller, mais même ceux qui veulent y aller, même le médecin qui dit quand on parle de tout ça, c'est vrai qu'on est parfois. Voilà, c'est pour dire que oui, mais je pense qu'il faut vraiment mettre les phares sur cette transition de ville, désengorger les hôpitaux et donner quand même les moyens humains et de locaux à ça. Et plus on fera de la prévention, et moins on aura besoin de longues hospitalisations à SMR, d'ailleurs. Hein. Ça va avec. Hein. Et ça peut se chiffrer, et ça fait partie des études sur combien de consultations aux urgences, combien, etc. Et ça fait partie des études à monitorer sur le plan économique. Oui, le bénéfice médico-économique des SMR et le bénéfice d'un passage en SMR, SSR, à un moment donné du parcours n'est plus à prouver. Il est à appliquer. On rejoint l'accessibilité. Je sais très bien que j'évoquais tout à l'heure
la limite financière de certains SSR, de ne pas avoir la capacité de gérer les molécules onéreuses ou les transports dessus, qui les font refuser alors qu'ils le feraient volontiers ou qu'ils l'ont fait à un moment donné, sont des points qu'il faut qu'on arrive à faire sauter pour améliorer l'accessibilité, parce que dire vous pouvez aller en ASMR mais qu'il n'y en a pas, on n'aura pas gagné. Donc il faut qu'ils existent préalablement pour qu'on y arrive. Je vous remercie toutes et tous dans la salle de vos interventions. Merci beaucoup. On va laisser la place dans quelques minutes aux prochaines productions et tables. Merci encore. On a du chemin à faire encore ensemble. Merci beaucoup à l'Agence de biomédecine de ce format. Je pense que c'est important.